Dans ce deuxième chapitre, on va parler des réseaux électriques industriels. Les compétences visées. À la fin de ce cours, l'apprenant apprendre premièrement la compétence de connaître les différents éléments du réseau électrique industriel. Ensuite, il peut apprendre aussi la compétence de connaître les différentes architectures des réseaux électriques industriels, comme il peut apprendre aussi de comprendre n'importe quelle structure des réseaux électriques industriels. Et enfin, la compétence de l'analyse du fonctionnement des réseaux électriques industriels. Premièrement, la structure générale d'un réseau industriel, on peut dire que la structure d'un réseau de distribution électrique industrielle est plus ou moins complexe, suivant le niveau de la tension, la puissance demandée et la sortie d'alimentation. Dans le cas général, avec une alimentation HTB, un réseau industriel de distribution comporte premièrement un poste de livraison HTB. Généralement, ici, on a géré ici 60 kV ou bien 220 kV, alimenté par une ou plusieurs sources. Il est composé d'un ou plusieurs jeux de barres et de disjoncteurs de protection. Nous avons aussi une source de production Internet, qui peut être généralement un groupe électrogène. On trouve aussi un ou plusieurs transformateurs HTB-HTA. En général, c'est 60 kV, 30 kV ici en Algérie. Nous avons aussi un tableau principal HTA 30 kV composé d'un ou plusieurs jeux de barres. Et nous avons un réseau de distribution interne HTA alimentant des tabliers secondaires ou des postes HTA-BTA. Enfin, dans la partie HTA, on trouve des récepteurs HTA. Comme on trouve aussi des tableaux secondaires de distribution HTA, nous avons aussi des transformateurs HTA-BTA qui sont des transformateurs généralement 30 kV 380 volts. Comme on trouve des tableaux de distribution ou bien tableaux des réseaux basse tension. Et enfin, on trouve les récepteurs BTA. La source d'alimentation, on a géré l'alimentation des réseaux industriels peut être réalisée soit HTB, généralement c'est 60 kV ou bien 220 kV. En HTA, généralement c'est 30 kV. Et enfin, en BTA, c'est la 380 volts. Le niveau de tension est lié à la puissance demandée. Par exemple, si le client demande une puissance entre 0 à 250 kVA, dans ce cas, nous avons besoin que d'une ligne BTA. Si cette puissance dépasse les 40 MVA, alors nous avons besoin d'une ligne 220 kV. Les postes de livraison HTA. Nous avons deux types de postes. Les postes de livraison HTA à comptage BT, où on trouve simple dérivation, comporte arrivée d'une ligne de distribution, interrupteur, pour le sectionnement, c'est-à-dire l'ouverture et la fermeture, fusible pour la protection du transformateur. Nous avons un transformateur HTA-BTA et nous avons un disjoncteur pour la protection du tableau BT. Et nous avons des récepteurs BTA, bien sûr. Et le comptage qui est placé dans la partie BTA. Et voici la partie où peut intervenir l'exploitation. On a géré ici la centrale à gaz. Et la partie en bas où peut ou bien intervenir le client. Nous avons aussi un autre type de poste de division à comptage BT qui est double dérivation. Nous avons la même architecture, sauf ici que nous avons deux lignes, une arrivée et un départ. Et nous avons un interrupteur qui peut être manœuvré par la sonde à gaz. Nous avons aussi les postes de division à comptage HT qui comportent une arrivée de distribution, un départ. Et nous avons ici des interrupteurs manœuvrés par sonde à gaz. Ces interrupteurs qui sont, c'est-à-dire normalement fermés. Nous avons aussi un transformateur de tension
un transformateur de courant et nous avons des transformateurs HTA, BTA et nous avons des départs ou bien des récepteurs HTA. La partie comptage est assurée par la composition du transformateur de tension avec le transformateur de courant. L'alimentation du tableau BT par une double alimentation sans couplage. Nous avons ici trois sources d'alimentation, deux sources qui alimentent le tableau de distribution T1 et troisième source qui alimente le tableau de distribution T2. Le tableau T1 bénéficie d'une double alimentation sans couplage par deux transformateurs, HTA, BTA. Les deux sources d'alimentation T1 en parallèle. En fonctionnement normal, les deux disjoncteurs sont fermés D1 et D2. Le tableau T2 bénéficie d'une double alimentation sans couplage par un transformateur HTA, BTA et par un départ issu d'un tableau T1. Une source alimente le tableau T2. La seconde assure le secours, qui est issu du tableau de distribution T1. En fonctionnement normal, un seul disjoncteur est fermé, soit D3 ou bien soit D4. On peut dire que le disjoncteur D3 est normalement ouvert et D4 est normalement ouvert. Si nous avons une perte de l'alimentation de la source S3, alors on va ouvrir le disjoncteur D4 et on ferme le disjoncteur D3 pour assurer le fonctionnement. Nous avons aussi l'alimentation des tableaux BT par une double alimentation avec couplage. Le tableau T1 bénéficie d'une double alimentation avec couplage par deux transformateurs HTA-BTA. En fonctionnement normal, le disjoncteur de couplage D3 est ouvert. Chaque transformateur alimente une partie de T1. En cas de perte d'une source d'alimentation, le disjoncteur de couplage D3 est fermé et un seul transformateur alimente la totalité de T1. Le tableau T2 bénéficie d'une double alimentation avec couplage par un transformateur HTA-BTA et par un départ issu d'un départ BT. Les tableaux BT secourus par des alternateurs. En fonctionnement normal, D1 est fermé et D2 est ouvert. Le tableau T2 est alimenté par le transformateur de la source 1. En cas de perte de la source 1, on va réaliser les étapes suivantes. Fonctionnement du dispositif normal secours. Ouvre D1. Délestage éventuel d'une partie des récepteurs du circuit prioritaire afin de limiter l'impact de charge subi par l'alternateur. C'est-à-dire on va délester quelques charges du circuit prioritaire pour que l'alternateur peut alimenter la charge du circuit prioritaire. Ensuite, on va démarrer l'alternateur. Fermeture de D2. Lorsque la fréquence et la tension de l'alternateur sont à l'intérieur des plages requises, relestage des récepteurs éventuels délestés à l'étape 2. Lorsque la source normale est de nouveau en état de marche, le dispositif normal secours bascule l'alimentation de T2 sur cette source et l'alternateur est arrêté. On va parler maintenant des tableaux BT secourus par une alimentation sans interruption, ASI. Les principaux éléments constituent une alimentation sans interruption sont premièrement, bien sûr, l'arrivée des réseaux. Nous avons deux réseaux, réseau 1 et réseau 2. Nous avons un réducteur chargeur. Nous avons un ondulaire, un contacteur statique. Nous avons un bypass manuel et nous avons des batteries. Et nous avons l'utilisation, bien sûr, de la charge. Et nous avons ici des interrupteurs ou bien des disjoncteurs. Les appellations réseau 1, réseau 2 désignant deux arrivées indépendantes du même réseau. Réseau 1, c'est normal, désigne l'arrivée et alimentant normalement le redresseur chargeur. Réseau 2 ou secours est une arrivée dite de secours. L'ondulaire est synchronisé en fréquence et en phase avec le réseau 2. Ainsi, le contacteur statique
peut permettre instantanément l'alimentation vers le réseau 2 en un temps inférieur à 1 milliseconde. Le raccordement de l'alimentation sans interruption à un réseau 2 indépendant est commandé car il augmente la disponibilité de l'ensemble. Cependant, il est possible de n'avoir qu'une arrivée commune. Le choix d'un type d'architecture d'alimentation sans interruption dépend de la qualité des réseaux 1 et 2, de l'utilisation et de la disponibilité requise. Le constructeur doit donner des éléments suffisants au concepteur pour qu'il puisse choisir l'architecture la mieux adaptée. Merci pour votre attention.